Bah, merci mon Pierre Je t'en prie. de participer à mon podcast, le Mmh mh. podcast d'Atlas. Mmh. C'est beaucoup d'émotions pour moi, hein, de t'interviewer parce que bah, tu fais partie de l'un de mes mentors. Tu incarnes vraiment ce que tu enseignes. Tu as vécu toutes ces choses-là, tu as eu toutes ces réflexions, cette philosophie et ces réflexions de pensée. Et j'aimerais savoir un petit peu, puisque là on est au stage Mmh mh. du CNH, Mmh. un petit peu dans quels sentiments, quelles émotions viennent à toi sur ce stage en ce moment? Déjà, c'est énormément de gratitude, parce que tout ce que tu viens de dire là, pour moi, il y a rien de plus important. Vraiment de voir dans tes yeux de la gratitude, de t'entendre dire que toutes les belles paroles que tu viens de dire sur moi, ça me touche énormément et ce stage-là, c'est un entrelac de toutes ces personnes qui se croisent et qui ont le même regard que toi, Mmh. qui sont dans la gratitude et à la fois dans la volonté d'expérimenter des choses et de comprendre et d'apprendre. Donc moi, je me retrouve au centre de ce tourbillon, donc je me nourris et à la fois je donne. C'est très, très fort. Même j'en sors souvent épuisé de ces stages-là. Tu me vois là, moi je fais le froid le matin avec vous 2 fois. C'est-à-dire Ouais, avec un mot ouais. puis un autre. Mais là, j'ai besoin de me couvrir, j'ai besoin de me remettre, j'ai besoin de beaucoup manger, j'ai besoin de tu vois? Parce que ça me demande beaucoup d'énergie, mais d'un autre canal, je suis extrêmement nourri par vous tous. Hem, donc Super. c'est, une expérience, folle, folle. C'est pour ça que je vous pousse vraiment toi comme d'autres, à faire des podcasts, à faire des trucs, à donner parce que dans le fait Mmh. de donner et de créer ces microcosmes d'interaction entre, êtres humains, il y a toute la vie donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée justement de vouloir construire cette école et de vouloir pousser aussi les gens tout Mmh. simplement à utiliser leur plein potentiel? Je pense que c'est un aboutissement logique de tout un cheminement. Heu, Tu dois le voir toi avec, ton coaching, tu vas le voir avec ta relation à autrui. Je pense que l'homme est fait vraiment pour transmettre. L'être humain, hein, l'homme et la femme, ils sont faits pour transmettre. Comme on le répète de long en large, surtout dans ce stage, on n'est rien sans l'autre. Ce Mmh. stage, le thème, c'est la solidarité. On n'est vraiment rien sans notre environnement, sans l'autre. On pourrait vivre beaucoup plus longtemps, comme l'a dit Pierre hier, Pierre Etchart, dans une cage, sans lumière, etc., sans soleil, mais avec un être qu'on aime. On vivrait beaucoup plus longtemps que si on était privé des êtres qu'on nous aime, mais les êtres qu'on aime, mais avec la meilleure nourriture du monde, avec le soleil, etc., sur une île déserte, les peu de pieds en éventail. Mais si on était tout seul là, ce serait bien pire. Ce serait sans doute même un enfer. Mmh. Donc cet amour-là qu'on partage, que l'on a, du lien à autrui, du lien qu'on construit quand on est thérapeute, coach, etc., quand on partage, après on va faire des réseaux, on va faire des podcasts, des vidéos YouTube, etc., en fait, on retombe toujours sur la même chose. Et puis je pense que c'est une chose qu'on va retrouver après dans notre relation familiale ou dans notre relation quand on va avoir des enfants. Et peut-être que ce besoin de transmettre, il m'aurait été comblé si j'avais eu des enfants. Il aurait été comblé si j'avais eu quelque chose d'autre dans ma vie. Et le fait de ne pas l'avoir, bah, a fait que qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, c'est quoi l'étape suivante au coaching, au YouTube, à tout ça? Bah, c'est l'ouverture d'une école. Mmh. C'est accompagner quelqu'un sur non plus un stage, comme j'ai souvent fait ces dernières années, mais carrément 18 mois. Et je pense que voilà, ça a été l'aboutissement logique de ça. Et comment toi tu pourrais conseiller les thérapeutes ou les personnes qui sont en quête d'apprentissage, d'exploration? Justement, des fois je me demande beaucoup et beaucoup de gens me demandent comment je peux faire la part entre cette envie, cette curiosité de tout le temps vouloir apprendre et Mmh. du coup j'ai l'impression que je m'éparpille tellement qu'au Ouais. final j'apprends rien, Mmh. ou cette capacité aussi à se concentrer sur un sujet, sur quelque chose de spécifique, parce qu'on peut avoir un peu aujourd'hui ce débat entre être un spécialiste ou avoir une vision holistique, tout savoir ou savoir qu'une seule chose. Mmh. Ouais, j'ai pas mal de réflexions qui peuvent survenir à ça, Ouais. notamment quand toi, tu es comme moi, tu vois, coach sportif ou quand on est accompagnant. Mmh. Ouais, je préfère dire accompagnateur. Mais souvent, les gens, ils vont te demander quelle est la solution. La plupart du temps, tu dis soit ça dépend, soit il y en a pas, soit il faut essayer plusieurs choses. Mais toi, tu es dans cette réflexion de te dire: «Est-ce que cette personne, tu dois l'accrocher Mmh. à mon coaching, à ma vision de voir les choses pour qu'elle puisse, mmh, avoir une élévation de Oui, conscience ou progresser. progresser et Mmh. cetera?»
ou il faut qu'elle voie aussi d'autres thérapeutes? Mmh. Ou est-ce qu'il faut qu'elle fasse un peu des 2? Mmh. Tu sais jamais, vraiment au final quoi conseiller, Ouais, bien sûr. Là encore, je pense que c'est on a beaucoup parlé pendant ce stage, c'est la stratégie, c'est un jeu où il ne s'agit pas de faire rentrer un rond dans un carré. C'est-à-dire, c'est pas de trouver le bon outil qui va correspondre à la personne. Mmh. Je pense que là, on se trompe. Mmh. C'est-à-dire que vous avez un marteau et vous essayez de voir, où est-ce qu'elle a un clou, la personne. Tu sais, est-ce que c'est vraiment un clou? Et de toute façon, vous voulez utiliser l'outil: «Ah bah, le marteau, il a pas tout marché, donc je vais prendre la scie. Ah bah, je vais prendre» voilà. Ça, c'est actuellement le monde du coaching et de l'accompagnement personnel qu'on voit de nos jours. Et c'est vrai que c'est Ouais. facile de se perdre dans toutes les méthodes qu'il y a, etc. Alors que si on essaie de reconsidérer le cadre, si on essaie de prendre une vue beaucoup plus d'ensemble et englobante, de principes qui s'imposent à nous, de principes qui nous gouvernent, et de jouer sur ces principes-là, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'entreprendre une personne. Et c'est pour ça que quand on pose le cadre, quand on rappelle l'histoire de comment on a su ce que l'on sait actuellement, l'état actuel de nos connaissances, les erreurs qui ont été faites par le passé, et qu'on découle tout ce fil-là de compréhension de l'histoire humaine récente, tu arrives avec un bagage qui est beaucoup plus clair pour accompagner quelqu'un. Plutôt que j'ai appris telle méthode, le régime cétogène, je vais le mettre sur quelqu'un, le truc, le nouvel outil, je vais le mettre sur quelqu'un, et puis tu t'éparpilles partout. Mmh. Et il y a cet adage, ce proverbe soufi que j'aime énormément, qui dit que celui qui a découvert l'océan ne s'intéresse plus aux rivières. Une fois que tu as trouvé un truc qui est englobant, qui est tout en fait, Ouais. bah ouais. Tu regardes ceux qui sont dans la rivière, tu dis: «Mais les gars, en fait, c'est pas ça qui est important». Tu sais, parce que tu vois, ils sortent des outils, ils sortent des trucs, ça, Ouais. tu es là, mais ça c'est bien, hein, c'est vrai que c'est Ouais. pertinent. Le marteau, il est super. C'est super un marteau, mais une fois que tu sais que voilà, qu'est-ce que c'est une maison? Et comment il faut la construire? Bah, le marteau, tu vas s'en sortir de temps en temps, puis tu vas le relâcher et puis tu vas faire autre chose, et cetera. Mmh. Ouais, c'est vraiment dans ce but-là de, sans prétention aucune, hein, d'essayer de reposer une méthodologie d'abord. Plus que les méthodes, une méthodologie. C'est dans le comment, en fait. C'est plus une histoire de comment, de lien, hein. L'intelligence est interliée, tisser des liens entre les choses que se trouve la Mmh. pertinence, plutôt que dans la pertinence même de l'objet. C'est-à-dire, tu peux te passer ta vie à étudier le marteau, c'est-à-dire, ouais, c'est bien, hein, parce qu'il y a de la tête qui est lourde, parce que la tête, elle est en fer, etc. Et tu vois, tu peux parler toute ta vie du marteau. Mmh. Ou sinon, tu peux apprendre l'architecture et les principes de la pesanteur, les principes de tout ce qui régit l'architecture même. Et après, tu es royal, tu es autonome, tu te laisses plus avoir par les discours après qui vont essayer de te vendre des marteaux. Tu vas dire, mais, ouais, mais je comprends à quoi ça sert, c'est bien, Ouais. mais là, j'en ai pas besoin. Tiens. Et en fait, le développement personnel, pour moi, c'est un petit peu ça, c'est rendre quelqu'un autonome, en lui donnant la vision englobante des principes qui s'imposent à lui. Et à partir de ce moment-là, lui, il va pouvoir délimiter ses propres règles. Et donc, quand tu fais ce cheminement-là, au bout d'un moment, toi, tu parlais des thérapeutes et j'ai connu ce passage-là où tu as envie d'apprendre toutes les formations, tu as envie de Ouais, faire peur, carrément. tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout. Tu arrives très rapidement à délimiter ce qui est de l'ordre de la, voilà, de la méthode, de la règle, etc. Et ce qui est plutôt de l'ordre du principe, de la compréhension, etc. Et tu vas pouvoir jauger. Il est bon de temps en temps, quand tu as bien fait le tour des principes, d'aller voir un gars qui a creusé sa propre règle. Mmh. Il est bon de le faire. Carrément. Mais l'important, c'est de faire la différence entre les deux. C'est pas de dire que ça c'est pas bien, ça c'est mauvais, etc. C'est, encore une fois, la justesse. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est approprié maintenant, pour moi, dans mon parcours de vie? D'aller chercher un autre outil. Je vais aller chercher, comme toi, hein, la posturologie. Je vais aller chercher plein de trucs, mais jamais sans penser, sans oublier les principes beaucoup plus englobants qu'il y a autour de ça. Mmh. Donc voilà. Ma question un peu longue. Ma réponse un peu Bah, longue, non, mais pardon. c'est nickel. Et est-ce que du coup, ce serait peut-être pertinent d'avoir une anamnèse un peu commune entre toutes les personnes qui recherchent Mmh. à avoir justement, une santé optimale pour qu'ensuite on puisse vraiment dire, bah, par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu me racontes, par rapport à tes problématiques, ou si tu veux juste optimiser ta santé, le mieux ce serait que tu ailles voir cette personne-là, en fait. Mmh. Et pourquoi même les thérapeutes qui devraient du coup avoir cette, réelle envie d'aider la personne, vont toujours essayer de les accrocher à Mmh eux mh, et mmh se mh. dire: «C'est moi qu'il faut voir». Eh ouais, c'est compliqué, Est-ce hein. que c'est une histoire d'argent? Est-ce que c'est une histoire d'ego? Est-ce que c'est Je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y ouais, a un peu de tout ça qui est mélangé. Il y a beaucoup de peur aussi, parce on vit quand même dans un monde qui est gouverné par la peur du manque, hein. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, hein, dans l'exposition au froid, l'attirance pour le confort et la répulsion pour l'inconfort.
la peur de l'argent, la peur d'une situation qui est précaire, la peur d'un environnement qui est quand même constamment changeant, et Mmh. ce réflexe d'agrippement vers une identité du soi qui serait permanent. Tout ça, c'est mélangé. Et donc, il y a tout cet aspect, hein, vicié un petit peu par l'argent, qui fait que ta méthode de thérapeute est un petit peu transformée, voire viciée. Et donc, les clients, tu les vois comme des ressources à, ouais, à sous, Un revenu, ouais. à revenus. Mmh. Et tu sors un petit peu, peut-être, au fil du temps, sans t'en rendre compte, inconsciemment ou consciemment, de la ligne directrice que tu t'étais donnée, qui était peut-être très claire et très vertueuse de j'aide mon prochain. Peut-être que tu t'en éloignes un petit peu de temps en temps. Pas facile hein, de répondre à ça, hein. Pas facile, parce qu'on est dans ce monde-là, surtout en France. Hem, Tout ce que je pourrais dire, c'est, ça va être très philosophique, hein, évidemment, mais moi, c'est la philosophie qui m'a sauvé, très sincèrement. Mmh. Parce qu'avoir une philosophie de vie, si vous savez pas ce que c'est votre philosophie de vie, si je vous demande maintenant c'est quoi votre philosophie de vie, et que vous pouvez pas me répondre du tac au tac, c'est que vous n'avez pas fait le boulot. Mmh. Hein, vous n'avez pas réfléchi à ça. C'est quoi vos valeurs? C'est quoi votre éthique? Et pour moi, ça, c'est la première étape. Parce que si tu sais pas, un navire qui sait pas où il va, hein, son port de destination et qui part en mer, il va se planter, hein, il va couler. Pour moi, un individu, c'est un petit peu ça. Et ça, c'est nos garde-fous. Pour nous dire, bon, ben, le cheminement, je sais pas où je vais. Mais au moins, je connais les bordures, je connais les chemins. Tiens. Et ça peut être des trucs aussi bateaux que la famille, l'amour, l'amitié, etc. Je sais que c'est sacré. Et les choses pour lesquelles qui me semblent sacrées, c'est les choses pour lesquelles je pourrais mourir, donner ma vie. Si ça vous délimitez que c'est sacré, et que vous ne pouvez pas le trahir, déjà ça vous donne des bons garde-fous pour conduire votre route de thérapeute. Et les choses comme l'argent, etc., les biens matériels, vous commencez à comprendre que c'est secondaire. Donc Mmh. déjà, ça donne des bonnes indications pour avancer. Ça ne fait pas tout, mais ça fait une grande partie de l'éclaircissement du problème. Comment faire après pour éviter de rentrer dans la guéguerre des méthodes, etc., et se détacher du monde matériel, en fait, hein. C'est un petit peu ça le fond du problème, Exactement, ouais, quoi. ouais. C'est de retourner dans une certaine forme d'épanouissement du monde. C'est d'être épanoui devant tu vois, là, c'est complètement dingue, mais si tu prends du temps pour regarder la nature qui est autour de nous, c'est des miracles à C'est chaque instant, mmh, hein. bien sûr. Et on n'est plus émerveillé par ça. Par Ouais, contre, tu ouais, prends les enfants qui sont, on a la chance d'avoir des enfants dans le stage, là, tu prends un enfant, tu le mets là, il va tout regarder, pour lui, ça va être un émerveillement à bien chaque sûr. instant. Nous, bon, c'est notre cerveau qui est fait comme ça aussi, il inhibe des trucs. Le système visuel surtout fonctionne comme ça. Quand tu regardes un ciel, le, il y a une inhibition qui est faite pour pas être surpris du prochain pixel bleu. Normal, tous les pixels sont bleus, mais au bout d'un moment, heureusement qu'on n'est pas étonné de voir un pixel bleu à côté d'un pixel bleu. Donc il y a une forme d'inhibition du système visuel. Et notre cerveau, il fonctionne comme ça. Si c'est pas saillant et nouveau, ça nous sort pas, notre attention n'est pas portée vers ça. Et pourtant, on pourrait prendre 2 secondes pour voir la beauté du monde, voir la Mmh. beauté du prochain. J'étais au Japon il n'y a pas longtemps, je regardais les mémés et les papis japonais. Alors, déjà, c'est des Asiatiques par rapport à moi, donc c'est un petit peu différent, ça me fait un petit peu bizarre, même si j'ai vécu 7 ans au Japon. Mais je voyais comment ils vieillissent, tu vois, les mains, les nez, et je me dis, mais c'est dingue, on a des doigts, c'est quoi, ces saucisses et tout qui nous permet d'avoir des gestes extrêmement précis. C'est un miracle de la nature, tout ça. C'est complètement fou. Et on peut passer son temps à s'émerveiller comme ça. Le monde matérialiste qu'on nous propose, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Il n'y a plus d'émerveillement. Le réductionnisme qui a été battu en brèche. Et c'est pour ça qu'on prend du temps dans cette école pour réexpliquer pourquoi on pourrait être encore émerveillé de nos jours. C'est que le réductionnisme qui a dit on est juste un mécanisme, on est juste des organismes qui pourraient être comme un canard mécanique, comme dirait Descartes, de rouages, un assemblage de rouages. Et si on comprend chacun des rouages, on comprend l'être humain. On est comme des robots. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. On va juste étudier le foie, le cœur, etc. et les cellules et on comprendra tout de l'être humain. Il n'y a rien de plus. Mmh. Et comme ça, tu réduis les choses. On est juste des mécanismes. Ça, on l'a cassé avec tout ce qui est arrivé, après avec la physique quantique, les propriétés émergentes, les révolutions de physique, voilà, notamment de la physique quantique. Pour arriver, en fait, à un moment maintenant où l'état de nos connaissances, si on les avait, c'est ça le truc, c'est que si on les a, ça réouvre à l'enchantement. Et ça nous sort du matérialisme, profondément. Parce que quand Mmh. tu te rends compte de tout ce qu'on a dit au niveau de la physique quantique dans les premiers cours du premier stage, Bien quand sûr. tu te rends compte de comment on apprécie véritablement le vivant maintenant, comment on apprécie in vivo les caméras sous la peau que nous a montré Pierre, des trucs Incroyable. anatomiques qui sont complètement fous, comment Ouais. ça bouge, parce que sinon on n'étudie que des cadavres, Mmh. et tu construis tout ton système de pensée sur des cadavres. Euh, L'état actuel de nos connaissances, si on les a et si on fait le travail d'historien de voir comment on a su ce que l'on sait, nous repousse à l'enchantement du monde qui nous entoure.
Et ça te permet de reconsidérer l'argent qu'il y a sur ton compte en banque comme un truc qui est vraiment secondaire, voire tertiaire dans ta vie, et qui ne devrait pas être l'objectif numéro 1. Mmh. Et ça, au moins, après, les rapports humains sont beaucoup plus clean. Mmh. Voilà. Ouais, je bois tes paroles, ça Mmh résonne mh. beaucoup en moi ce que tu dis. Mmh mh. Mais je peux remarquer aussi que les gens, ils vont souvent, ou les personnes vont chercher la solution idéale, le tout de suite, le tout maintenant. Oui. Et du coup, ils vont pas forcément essayer comme tu le dis, de contempler et d'être émerveillés par des choses simples parce qu'ils prennent pas le temps de se poser, de regarder vraiment autour d'eux et puis de au final, à la fin, voir in fine cette complexité-là Mmh. qui fait toute la beauté du vivant. C'est ça. Et C'est pas facile, hein, ouais, c de laisser ce temps-là, parce que le temps de cerveau est occupé, comme dirait mon cher Idriss Aberkan. Tout le temps, le cerveau est occupé mmh, par, les soucis, par la diversion, par les écrans, par, une société du divertissement et de la diversion. Et tout ce que ça demande, comme effort de nous, c'est de créer l'espace-temps où on va mettre le monde sur pause, notre système de pensée, et faire la lumière sur nos systèmes de pensée. Mais encore faut-il pouvoir créer cet espace-temps, aussi court soit-il. C'est pas facile, parce que tu travailles du matin au soir, tu as tes enfants, tu as les réseaux, mmh, tu as les écrans, tu as l'iPhone, tu as Netflix le soir, etc. Et, voilà, la boucle, elle est super chaude à casser, quoi. Mais une fois que tu l'as fait, une fois que tu as pris le temps de regarder tout ça, tu pourras considérer plein de choses dans ta vie. Ton rapport à l'autre, ton rapport à toi, etc. Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu parles de toi? Quel mot tu utilises quand tu parles de toi? Et dans ta ouais, tête, ta narration interne, etc., etc. On a beaucoup parlé ouais, ouais, de méditation, de bouddhisme aujourd'hui, de voir que les neurosciences et les sciences cognitives se rejoignent au niveau de tout ça, pour faire sortir l'individu de cette roue éternelle de l'insatisfaction. Voilà, très concrètement. Si tu es dans ça, dans cette roue éternelle de l'insatisfaction, tu n'es mmh jamais satisfait, toujours, il t'en faut toujours plus, et tu es toujours à une parole négative envers toi-même et envers les autres, puis tu aimes personne, puis tu t'aimes pas toi-même. Je pense que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans, parce qu'on est tous, bah, franchement, hein, moi le premier, hein. Tu pourrais développer un peu, tous ces trous de la vie, du karma, Ouais, bah cette, ouais, avec plaisir. Euh, c'est quand même chacune des traditions et des cultures que l'on a actuellement a des trésors. mmh, Vraiment, je pense en Chine, en Inde, en Occident aussi, hein, évidemment, avec toute la médecine hippocratique, avec toutes les traditions, etc. Les neurosciences en France ont énormément progressé, mais on a séparé très rapidement, depuis Platon et surtout Descartes, Freud, corps et esprit. Il y a eu un dualisme, séparation. On a un corps et d'un autre côté, on a un esprit. En Inde, entre autres, mais surtout dans les sociétés asiatiques en général, c'est corps-esprit. C'est un seul truc. Ils ne parlent pas au pluriel, quoi. C'est corps-esprit. Et donc, c'est développé au fil du temps des systèmes de pensée par rapport à tout ça. Mais jamais dans l'histoire du bouddhisme, la philosophie n'est devenue une théorie. C'est resté imbriqué dans la mmh, pratique. Philosophie et pratique. Ok. OK. Nous, c'est les philosophes d'un côté, oui, je suis philosophe, et d'un autre côté, tu as les gens qui font du sport, tu as les gens qui pratiquent des trucs corporels, tu as le corps et tu as l'esprit. Tu as le truc qui est bateau, le truc c'est le corps, le truc qui sert à rien, c'est un amas de cellules, et puis tu as d'un autre côté, tu as l'esprit. Mais au bouddhisme, c'est pas du tout ça. C'est très fort, c'est très puissant, parce qu'il passe toujours par comment tu t'incarnes en fait dans le monde. Comment ton esprit s'incarne, comment ton corps s'incarne, comment les sensations nourrissent l'action, etc. Donc les neurosciences arrivent en Occident aux mêmes conclusions que le bouddhisme. C'est ça qui est fort. C'est que même si avec un esprit hyper cartésien, les sciences cognitives, à l'état actuel des choses, avec les travaux de Francisco Varela, Michel Bitbol, Nathalie Deprat, les chercheurs du CNRS, etc., on arrive aux mêmes conclusions que ce que nous dit la tradition bouddhique méditative. C'est fort, Mmh, c'est impressionnant. mmh, Ce que nous dit donc, pour revenir à la roue du karma, ouais, la tradition méditative, c'est l'être humain, l'esprit humain, entre autres, mais l'être humain, ils ne font pas la différence entre l'esprit et le corps. Être humain, il est dans une roue qui tourne comme ça, comme un hamster qui tournerait, et qui est dans une roue de l'éternelle insatisfaction, s'il pense qu'il y a une identité permanente de lui-même. C'est-à-dire si tu penses qu'il y a un Victor permanent qui existe là en arrière-plan. C'est-à-dire, et vous pouvez tous faire l'expérience, quand vous pensez à vous-même, moi quand je pense à moi, Pierre Dufresne, quand je pense à Pierre, je ferme les yeux, c'est vrai que j'ai l'impression, une sensation de permanence, c'est-à-dire, oui, je sais qui je suis, quoi. Il y a une identité, il y a un truc qui est toujours là, c'est Pierre, c'est moi, quoi. Ben non, en fait, c'est pas permanent. Cette sensation de moi, elle émerge chaque instant de mon sensorimoteur qui interagit avec le monde. Et ça, je peux pas m'en extraire.
Le début de la méditation, quand vous êtes débutant en méditation, on vous dit, voilà, fermez les yeux et essayez de voir vos pensées. Observez vos pensées. Ah, une pensée. Ah, je viens de penser à ce que j'allais manger à midi. Ah, je viens de penser à un truc. Et vous le laissez partir sur la rivière comme ça. Comme un flot, vous laissez couler. Et en fait, vous n'êtes pas assis sur les berges de la rivière. Vous ne pouvez pas vous extraire en fait de l'expérience. Vous êtes la rivière. Vous êtes la rivière. Vous n'êtes pas assis en dehors. C'est impossible de s'extraire. Parce que si à partir du moment où vous pensez que vous extrayez du monde, il y a vous et le monde. Il y a ce dualisme. Hein, vous, l'être humain, en dehors du monde. Et puis le monde, c'est un truc à découvrir. Non, non, vous êtes imbriqué dans le monde. Et ça, depuis la physique quantique et l'intrication, dans la physique quantique, on a vu que les choses sont intriquées. C'est-à-dire, vous prenez deux atomes qui ont été en contact, vous les séparez à l'autre bout de la galaxie, et une information qui arrive à l'un arrive à l'autre, instantanément. Plus vite que la vitesse de la lumière, instantanément. Donc ça, on a eu des rappels comme ça, des trucs qui disent « Waouh, en physique quantique, on a trouvé un truc qui est complètement dans l'intrication. » Ça nous rappelle à certaines choses. Okay. Puis, on a progressé aussi dans, encore une fois, sciences cognitives, neurosciences, et on trouve des choses qui se rapprochent de ça. En fait, on dit les mêmes choses dans le bouddhisme, mais avec des mots différents. Bref, cette roue du karma, elle s'installe parce qu'on a l'impression d'agir sur soi, sur une identité qui est toujours là, un truc permanent. Et ça, c'est une illusion. Donc, comme on agit en pensant bien faire, hein, en pensant à agir sur soi, donc on est éternellement insatisfait, je devrais être plus comme ci, plus comme ça. C'est les fameux « il faut ». Il faut être comme ci, comme ça. Il faut que. Ouais. Donc ça, c'est l'aboutissement, c'est la conclusion. Hein, mais l'aboutissement, ça donne des raisonnements comme ça. Les bouddhistes nous disent, vous pouvez sortir de cette roue au moment du manque. C'est à peu près le 8e cran, si on prend un cadran horaire, la 8e étape, à 8 heures, il se passe l'étape du manque. Et l'étape du manque, c'est voir simplement notre tension, notre automatisme à aller vers le confort et fuir l'inconfort. À aller vers l'agréable et fuir le désagréable. C'est pour ça que je vous fais mettre dans le froid, dans des bains froids. Parce que là, l'inconfort et le désagréable, il est là puissance 1000. Là, c'est une montagne le froid. Tu ne peux pas ne pas le voir. Et donc là, c'est pas catégoriser l'agréable ou le désagréable comme bien ou mal. C'est juste faire la lumière et augmenter le temps où tu observes ça. Et je prenais cet exemple-là, un autre exemple pour expliquer ça, c'est quand vous êtes devant une belle assiette que vous venez de vous faire, il y a plein de pulsions qui vous poussent vers l'agréable, c'est-à-dire le manger. Manger ce truc que vous venez vous préparer là, un fruit juteux ou une belle assiette que vous aimez. Vous voulez manger là? Attends, juste je vais prendre un petit peu de temps pour faire une prière, pour faire ce que je veux, pour rendre les grâces. En japonais, voilà. Parce que c'est vrai que c'est la tradition au Japon, on ne se jette pas sur la nourriture. Ouais. On reçoit, d'abord on remercie. Vous êtes au resto, vous venez de commander, vous ne vous jetez pas sur la bouffe. Et c'est vrai qu'on avait une tradition en France où on disait nos grâces aussi. Aux États-Unis, ils prient, mais chacun a sa croyance, chacun a ses traditions. Bien sûr. Mais dans les vieilles cultures, généralement, on ne se jette pas sur la bouffe. Et ça permet juste de mettre un peu de temps avant de laisser s'exprimer nos pulsions de se jeter sur la bouffe. Et moi, j'ai des poules à la maison, j'ai un chien, des animaux. C'est vrai que les poules, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ce cortex préfrontal qui leur permet de raisonner. Donc tu leur jettes, y vont, hein. elles y vont. Tu leur jettes une carcasse de poulet, mais c'est la guerre, ça, quoi. sûr. Et tout de suite, instantanément. Carrément. Donc elles vivent dans la roue, quoi. Mais elles ne se posent pas la question, est-ce qu'il y a une roue, est-ce qu'il n'y a pas de roue, c'est qui, moi? Elles n'ont pas une illusion du choix. Nous, par contre, on a la capacité de philosopher maintenant, de faire un podcast tous les deux, mais c'est un peu une prison dorée aussi, où on peut se faire des nœuds dans la tête. Les bouddhistes nous disent, le nœud dans la tête vient du fait de croire qu'il y a un truc qui serait permanent tout le temps. Il n'y a pas de permanence. Il y a juste une expérience constante du monde qui nous entoure via notre sensorimoteur, nos sens et notre motricité qui agit dans le monde. Et de ça émerge notre identité, moi, qui je suis. Et ça change à chaque instant. Boum, 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 boum. Ça s'éteint, ça remonte, ça s'éteint, ça remonte. C'est jamais permanent. Ce que ça veut dire, c'est que là, tu vois, on capte le monde d'une certaine manière. Moi, je vois des couleurs, je vois cette branche qui est verte, etc. Toi, tu vois peut-être un vert qui est différent. Parce que le monde n'est pas prédonné. C'est toi qui le captes d'une certaine manière. Et moi, je vois peut-être un vert un peu plus foncé, toi un peu plus clair, etc. Parce que le monde que je capte, il naît de moi qui agis dans le monde. En neurosciences, on appelle ça l'énaction. Comme action, mais énaction, avec un N. L'énaction, c'est moi qui agis dans le monde, et le truc est récursif. Ça définit ma structure interne, mon cerveau interne, qui se change, se modèle par rapport à ce qu'il perçoit, etc. Et c'est l'un spécifie l'autre. On appelle ça une spécification mutuelle. L'un, le monde et moi, on se spécifie, et je ne peux pas m'extraire du monde. Okay. Sinon, on est dans le dualisme, c'est-à-dire
l'arbre, il était là avant que je le regarde, et que je le regarde ou pas, ça change pas. Mmh. Hein, c'était l'arbre. Effectivement. Ouais, Mmh. toujours la même chose. Bah si, en fait, si. Tu peux pas, il n'y a pas un arbre avant que tu le regardes. Hein. Tu peux pas, il n'y a pas une vérité à trouver en dehors de toi qui perçois le monde. C'est toi qui percevras le monde de toute façon. Tu peux pas t'en extraire. Et en logique, il y a un monsieur qui s'appelle Kurt Gödel, qui était le mentor d'Einstein, plus ou moins. Et Kurt Gödel, il a dit ça, au niveau logique. Il a dit, bon, bah, je peux prouver par A plus B. C'est la logique, c'est très conceptuel, quoi. C'est sur papier, dit A plus B égale C, etc. C'est vraiment logique, c'est en fait des théorèmes. Par la logique, il a pu nous prouver que théorème d'incomplétude, entre autres, et nous dire que s'il y a une réalité qui est cohérente, elle ne peut pas être complète. Autrement dit, il y aura des vérités dans le monde qui nous échapperont de toute façon, Mmh. forcément, parce que nous sommes dans le monde et qu'on ne peut pas s'extraire de la bulle. Et on peut pas se retirer, avoir cette, Exactement, exactement. C'est ça qu'essaye de nous transmettre le bouddhisme. Donc ça ouvre à l'altruisme, parce que si je sais que tu vois la feuille d'un autre verre, je vais arrêter de te convaincre que non, non, mais elle est verte pomme. Et tu sais, je vais te prendre comme on dit, les trucs de couleur, avec les codes de couleur, Mmh. etc. Je vais dire, ça c'est le vrai, ça c'est la vérité. Non, non, en fait, c'est juste que moi je capte différemment et je sais que toi tu captes aussi différemment. Une Mmh. autre couleur. Donc j'ai arrêté de te convaincre. On va arrêter le débat. On Mmh. va arrêter l'opposition des dogmes. On va arrêter de dire que la méthode IP est mieux que la méthode des réflexes archaïques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Tu vas arrêter d'opposer les choses. Beaucoup moins en tout cas. L'autre, ce sera plus l'ennemi, ce sera juste quelqu'un qui a une autre vision du monde. Et ça aide énormément à l'altruisme, l'empathie, etc. Sinon, c'est toujours ma vérité est plus proche de la vérité. Et tu veux convaincre tous les autres. Et donc, tu vas faire un parti politique. Et pour dire que l'autre parti politique en face, il a tort de voir la vérité comme ça. Tu vois où est-ce que ça peut pousser Ouais, en 2023? bien sûr. Voilà. Quel langage, du coup, toi, tu vas Ah, utiliser pour pouvoir, initier les gens à avoir ce recul, cette remise en question pour un peu, casser toutes les croyances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient justes ou pas? Parce que si ça se trouve, ils sont dans le vrai, tu vois? Au final, ces personnes-là. Qu'est-ce que le vrai? Mais qu'est-ce que le vrai? Exactement, c'est un peu ça. Mais, plutôt dans l'idée où, comment réussir? Parce que aussi bien tu peux ouvrir les ports et une ouverture d'esprit à des personnes pour qu'ils puissent vraiment s'élever, devenir de meilleures personnes en essayant peut-être d'aller chercher peut-être un peu plus le fond, peut-être un peu plus ce qui leur semble juste en fonction de leur perception des choses. Mais il y en a aussi, on peut les casser, entre guillemets, en leur disant, écoute, la façon normalement de penser ou de voir la vie, elle devrait être comme ça avant de donner des jugements ou des règles ou des vérités. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts Non. à se rendre compte qu'ils étaient dans ce moi permanent, dans cette illusion, dans cette prison un petit peu. Et ils vont avoir du coup un langage et un comportement qui vont, on va le voir et on se rend compte que au-delà des thérapeutes, des coachs ou des personnes qui sont dans l'exploration des connaissances, même les gens au final vivent dans cette bulle et on peut voir de plus en plus aujourd'hui des liens qui se brisent, des personnes qui s'isolent de plus en plus. Et on parlait tout à l'heure que les liens sociaux sont limite notre source première de vie, de survie. Et on se rend compte que le monde peut-être va à l'encontre de ça aujourd'hui. Donc ça revoit aussi toutes les conceptions des liens sociaux, d'amitié, de couple. Enfin, moi, ça me fait penser à tous Ah, ben, bien sûr, ces sujets-là. bien sûr. C'est très englobant. Hein. Tu vois bien que Mmh. ça touche à tout. Et tu as très bien dit, un comment dire, des adages de cette école, du CNH, c'est on va chercher les gens là où ils sont. Mmh. Il y a des personnes, dire ça, tout ce que je viens de dire là, c'est trop long. C'est trop dur à entendre. Ouais. Alors, non seulement c'est incompréhensible, là, ils vont dire, voilà, c'est quoi ce truc nébuleux, etc. Mais en plus, ça remet en cause tout leur cheminement personnel et leur vie actuelle. Et là, autant, comme tu dis, tu vas casser le château de cartes. Tu vas enlever la carte d'en dessous, Ouais. quoi. Tout s'effondre. Donc, attention. Attention à notre niveau d'interventionnisme. Comme je dis souvent, vous allez intervenir dans la vie d'une autre personne, quand vous êtes thérapeute, quand vous allez conseiller. Ça, essayez d'évaluer au mieux ce que vous allez tout casser. Et est-ce que vous pouvez casser des choses? Est-ce que vous enlevez la carte du haut ou est-ce que vous enlevez la carte du bas dans le château de cartes? Il faut savoir. Il y en a qui sont prêts. Tu les sens. Tu les sens, ils sont là pour ça. Voilà, dans ma vie, j'ai envie de faire des changements profonds, etc. Quand ils arrivent avec des discours comme ça, bah, t'ouvres, tu balances. Encore faut-il que tu aies fait le travail d'apprendre comment on a su ce que l'on sait. Ça, c'est vachement important parce que pourquoi je vous fais faire des cours de physique quantique avec Pierre Etchart? Le gars, parce qu'il maîtrise super bien le sujet,
et que la physique quantique, c'est le cadre actuel de comment on comprend le monde. Tant que vous n'avez pas le cadre actuel de ce que l'on sait, vous allez sans doute vous appuyer sur des vérités préétablies par d'autres, par ce qu'ils vous ont dit, ça c'est la vérité, et ils vous l'imposent, et vous ne savez pas pourquoi, et vous utilisez le marteau ou l'outil, quoi, sans vraiment véritablement savoir à quoi ça sert, et d'où ça vient ce truc. Donc le fait de repartir des bases, et de faire l'historique de voilà, tout ça, de se réapproprier ce savoir, ça va faire que vous allez vous approprier la connaissance en passant par l'expérimentation. Vous allez vraiment savoir comment maîtriser les outils. Et une fois que vous connaissez bien tout ça, ben, vous êtes un expert comme je continue ma métaphore, je vais filer la métaphore du marteau, mais vous devenez vraiment maçon, quoi. Mmh. Le maçon, il sait très bien à quoi servent tous les outils. Et il sait très bien que là, l'outil, le marteau, il n'est pas du tout fait pour monter le mur. Ouais, il me servira à planter des clous plus tard, mais voilà. Mais si tu sais pas l'architecture, tu es incapable d'être un bon maçon et de savoir que le marteau servait, il était pertinent ou pas. Ok. Donc, avant de vous intéresser au marteau, intéressez-vous à la figure d'ensemble, du concept, du principe, etc. Ça, c'est vraiment ce que je peux conseiller de mieux aux gens qui, surtout en 2023, ont pléthore de choix comme formation sur Internet, euh, peuvent très rapidement apprendre à, je sais pas, peu importe, dans le coaching, dans le sport, quoi, sauter les étapes, créer les étapes, ne pas apprendre la biomécanique avant d'apprendre, je sais pas, des programmes d'entraînement, tu vois. C'est un exemple bateau, mais c'est exactement ça. Bien sûr. Apprendre, ne pas apprendre le dessin anatomique avant d'apprendre le dessin, avant de faire des portraits, ça c'est un petit peu bête. Parce que quand tu vas essayer de faire un portrait, tu vas essayer de recopier la figure d'une personne, ou même de mémoire essayer de dessiner quelqu'un, un visage humain, si tu n'as pas appris le dessin anatomique, tu vas faire un truc immonde. Tu vas faire un rond, tu vas faire des sourcils qui ne sont pas à la bonne place. Vraiment, Ouais, ouais. c'est un peu ça. Mmh. Donc apprendre les principes avant les règles, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Mais ça, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que tu vas apprendre les mathématiques, tu vas apprendre les grands principes du mathématique avant de devenir autonome en mathématiques, avant de toi-même pondre des théorèmes. Tu es obligé de passer par ça, plus ou moins. Et l'histoire des sciences, c'est ça. C'est apprendre l'essai-erreur qu'a fait qu'a fait toute l'humanité depuis maintenant, comment on en est arrivé là, et à partir de là, tu commences. Parce que Mmh. c'est génial. On a des génies qui ont défriché plein de terrains. On a une somme de connaissances qui est hyper pertinente, même si elle est incomplète. Hein, c'est clair. Et je pense qu'elle sera jamais complète pour comprendre le monde. Mais on est arrivé à certains points qui sont incroyables. Des chercheurs qui sont allés très très loin. Autant nous appuyer sur tout ce qu'ils ont découvert. Non, ce serait un peu bête de passer à côté. Ben, de nos jours, les gens se font l'économie de cette connaissance. Ils passent à côté. Ils disent basta. Et c'est un peu dommage. Donc Mmh. c'est pour ça que sur ma chaîne, moi, j'avais commencé Verisme TV avec des cours d'anatomie et de physiologie pure. À quoi sert le foie? À quoi sert les reins? À quoi sert le système hormonal, le nerveux? Tant que t'as pas ça, bah, vas-y, parle de compléments alimentaires tant que tu veux. Mmh. Mais tu vas vendre de la poudre aux yeux pour les gens, quoi. Tu vends ta méthode de prendre des oméga 3 et des trucs, mais tu sais pas comment fonctionne le système nerveux et le système hormonal. C'est un peu dommage. Ouais, après, c'est vrai que au niveau des connaissances, on a tous été à l'école et moi-même qui ai fait un bac scientifique, même si au final je me rendais compte que le système d'éducation n'était pas forcément celui que je Mhm, cherchais. mhm, Mais j'ai beaucoup eu bah, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est ce sentiment aussi, ou ce recul peut-être aujourd'hui, de mhm. me dire que au final, un peu comme les gens où quand on leur parle de ça, ils vont se dire de quoi ils parlent, ou j'étais pas prêt à recevoir ce que pouvaient me dire les profs. Ouais, bien sûr. Parce que aussi, derrière, il y avait toute une, une confrontation à vouloir la meilleure note, à Mhm. vouloir être tel ou tel statut social dans la classe ou autre. Et on était un peu imposé à, derrière, il y a une note, donc il faut apprendre, donc c'est du par cœur. Mais au final, toi, je vois aujourd'hui des cours de sciences, de cours de physique quantique, moi qui étudiais ça pour un bac scientifique. Au final, je me rends compte que j'ai rien compris, quoi. Ouais, Que j'ai juste fait du par cœur, j'ai rédigé sur une page, et le lendemain, c'est comme si c'était un bordel. 3 ans de mon temps, peut-être j'ai quand même appris des choses, tu vois. Mais ces méthodes d'apprentissage-là, toi, est-ce que peut-être au niveau des neurosciences, Mhm, au niveau de ta pédagogie à mhm. toi,
Tu as, des clés pour que les gens soient peut-être un peu plus, efficaces? Ouais, faites exactement l'inverse de l'école française. C'est Ouais. ça, c'est un tout faux. Tu sais, ici, on a fait le yoga Tumo et avec Axel, on rigole quand, quelqu'un fait n'importe quoi par rapport à l'exposition au fond, on dit: «Il Ouais. fait un yoga tout faux». Il y a tout faux, tu vois? Et ça, c'est un tout faux. C'est un tout faux. Comme le dit très bien Idriss Aberkan, la pédagogie française, c'est un banquet. C'est génial un banquet, généralement, tu choisis tes meilleurs plats, Ouais, quoi, tu c'est adores ça. Sauf que ça peut devenir très vite un enfer si on t'oblige à tout manger. mmh. La pédagogie française, c'est ça. Voilà, ça vous avez histoire, géo, maths, français, toute la journée, vous devez tout bouffer. Ce qui était un paradis, le paradis du banquet où j'allais juste prendre ce que j'aime, eh ben, ça devient un enfer, parce que vous devez tout bouffer. Donc ça marche pas comme ça. Ça marche par Mmh. la passion. Ce qui est fort pour vous et saillant comme information, c'est que ça résonne en vous, parce que vous aimez ça. Si vous êtes un matheux, bah, les maths, vous allez bouffer des maths, par passion. Et quelqu'un qui est passionné est forcément productif, quelqu'un qui est productif n'est pas forcément passionné. Donc soyez d'abord passionné. C'est encore sur une phrase d'Idriss, je lui pique tout, hein. Je le salue, je l'embrasse, c'est un ami, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est rentrer par la case passion. Et combien de gens sont, à mon avis, venus te voir ou t'ont parlé autour de toi de créer un réseau, créer un podcast, créer un truc, et qui rentrent par la case argent. Je vais essayer de faire du contenu pour attirer Mmh. des gens, je vais comment monétiser mon truc, etc. Ouais. Et tu vois, en fait, ils se forcent à créer un contenu qui n'est pas eux. Ils ne rentrent pas du tout par la case passion. Ils rentrent par la case résultat. Ben ça, c'est l'école. C'est Mmh. la case note. Tu vois. Oui, on a déjà, ça crée une aversion pour l'erreur. C'est-à-dire, c'est écrit en rouge quand tu fais une erreur, c'est négatif, etc. Alors que non, c'est juste un apprentissage, comme l'a dit Pierre tout à l'heure. C'est une leçon. Une erreur, c'est une leçon. Mmh. C'est pas du tout négatif. On apprend par l'erreur. Et donc, c'est très difficile parce que c'est David contre Goliath. Actuellement, le système éducatif, c'est ça. Mmh. Mais on a eu la révolution Internet. On a la capacité, comme dirait Elon Musk, de se faire sa propre éducation sur Internet. De nos jours. Il faut être picky, comme disent les Américains. Il faut choisir les sources d'informations, vraiment être discipliné à pas aller picorer de n'importe quoi, parce qu'on peut aussi s'y perdre sur Internet. Mais il y a moyen de trouver du très qualitatif, il y a moyen de repartir des bases, il y a moyen d'être sérieux et discipliné et appliqué, mais rentrez par la case passion. N'étudiez pas la maçonnerie si ça vous gonfle, hein, on Mmh. est d'accord. Faites ce qui vous passionne, devenez artiste peintre si ça vous passionne, euh, sans vous poser forcément la question derrière de l'utilité, de la productivité. On a beaucoup parlé de l'hyper-utilitarisme. Mmh. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est utile que ça a de la valeur. Hein. On me demande beaucoup, ça sert à quoi ce que tu fais? Les bains froids, ça sert à quoi? Ouais. La méditation, ça sert à quoi? Il n'y a pas de relation de servitude avec ces pratiques-là. Mmh. Si tu demandes à un peintre à quoi ça sert de peindre, il dit: «Mais je peins parce que je kiffe, quoi, parce que j'adore les couleurs, j'adore la peinture». C'est instinctif, C'est limite voilà, naturel, quoi. bien sûr. C'est pas ça doit pas forcément servir. Ça doit pas être forcément être utile. Il y a pas de servitude. Par contre, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça ne sert pas. Mmh. Ça sert à plein de choses. Ça ne sert pas à rien, mais ça ne sert personne, quoi. C'est pas là, je le fais pas là pour que ce soit utile. Et de nos jours, c'est un peu tout le temps ça. On te demande, ça sert à quoi la méditation? Mais arrêtez avec cette question. C'est, il y a qu'une vie, il faut l'expérimenter. Et par contre, vous pouvez faire la chose parce que vous la kiffez, quoi. Parce que Mmh. vous aimez ça. Et quand vous rentrez par cette case-là de la passion, vous allez découvrir les choses et apprendre. Après coup, d'accord? Faut pas se forcer à faire le chemin inverse. Quand tu commences par aimer, tu pratiques parce que tu aimes la méditation, tout d'un coup, tu t'ouvres à cette roue du karma, à la vie, aux sensations, à observer ton esprit, tes pensées. Quand tu commences la peinture parce que tu trouves ça beau, voilà, les couleurs et tout, au début, c'est moche ce que tu fais, il n'y a pas de technique. Et tout d'un coup, tu crées une œuvre d'art. Ouais. Donc ça arrive après. Et là, tu deviens productif et tu vends tes toiles. Donc la production, elle arrive après. Mmh. Et c'est pareil pour tout. Pour le sport, c'est pareil. Donc Ouais, bien voilà, sûr. c'est mon conseil si je devais avoir, c'est sortir de cette hyper-utilitarisme. Mmh. Parce que je peux avoir beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent, «Victor, comment toi tu as fait Ouais, pour ouais. trouver ta vocation, pour, parce que moi je sais pas ce que je veux faire. Je Mhm, sais pas, je suis perdu, j'arrive pas à trouver ce qui me passionne. Il y a rien qui me satisfait au final, il y a rien qui me rend heureux». Ils mhm, vont toujours chercher des questions pour en chercher des réponses, mhm, mhm, peut-être toutes faites, peut-être données parce qu'ils ont besoin peut-être qu'on les rassure, mhm, qu'on leur donne ce qu'ils veulent entendre peut-être au final. Et moi ce que j'ai pu, observer, c'est que les réponses qu'elles cherchent, au final, c'est, ça va toujours amener à de nouvelles questions. mhm, c'est ça, bien sûr. Les réponses amènent toujours à de nouvelles questions. Mhm, Et au final, quand tu dis ça aux gens, ils vont dire:
du coup, il y a pas de bonne réponse, quoi. Heu, Donc qu'est-ce que je fais? Tu vois? heu, Et toi, dans une part, tu as envie de leur dire: «Bah, qu'est-ce que tu c'est des questions un peu toutes bêtes, mais je peux ressentir un peu, des gens en Mmh ce mh. moment. Après, peut-être parce que les gens viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes et ils se disent qu'avec une personne peut-être qui a trouvé sa voie, ça va les éclairer. Et par exemple, toi, comment tu fais, toi, pour vraiment Mmh. utiliser ça pour guider la personne à trouver sa passion? Vraiment Mmh. quelque chose qu'elle aime, quelque chose où justement il va falloir qu'elle se sorte de cette Mmh. illusion de l'argent, de la vie, il faut qu'elle soit, Mmh. il faut Mmh mh. avoir une maison, des enfants, un boulot, un machin. Non, tu as le droit de devenir qui tu veux. Tu as le droit de sortir de cette peur, de ce système, même si derrière, je cherchais peut-être un peu plus loin, mais ça va, t'enlever des relations sociales qui sont si importantes pour nous et les gens ont peur peut-être d'être seuls, donc ils restent dans leur Ouais. routine, dans leur ancrage, dans leur illusion, parce que sinon elles vont peut-être pas avoir les épaules Mmh mh. pour pouvoir affronter ce qui va arriver. Bien sûr. Pas facile, hein, évidemment, surtout dans notre monde actuel et je comprends qu'il y a des réalités, comme on dit, familiales, économiques et cetera, qui sont des autant de bâtons dans les roues pour prendre des décisions qui nous correspondent véritablement. Mmh. Heu, mais je leur propose souvent des expériences de pensée. Je leur dis, celle-ci je l'aime beaucoup, c'est, hem, voilà, tu parles de changer de boulot, tu parles de changer de ceci, tu parles de changer de cela, tu veux trouver ce que tu aimes vraiment Faire. dans la vie, l'ikigai, japonais, tu vois? Mmh. Mais d'un autre côté, tu me dis: «Ouais, mais je peux pas parce que j'ai la famille, j'ai les enfants, je peux pas changer de boulot forcément», et cetera et cetera. Bon, je comprends. Faisons une expérience de pensée. Imagine que tout d'un coup, tu n'as plus aucun lien, heu, humain, d'attache. C'est-à-dire tu n'as plus de famille, tu n'as plus d'amis. Je te mets sur soit une île déserte, soit un pays complètement différent. Tu as plus ta famille, tu as plus tes amis, tes proches. Je t'enlève ça. Si tu étais seul, ne l'aurais-tu pas déjà fait? Si tu étais seul, ne l'aurais-tu pas déjà fait? Et là, la personne dit: «Attends, si j'étais seul, ouais, c'est vrai que ouais, plus rien ne m'empêcherait de sauter sur l'occasion d'aller faire enfin ce métier que j'aime, de devenir enfin artiste peintre, musicien, de enfin quitter mon boulot et d'enfin faire ça, etc. Mais et là, tu reviens à la réalité. Bon, voilà, ok. Alors, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de le faire? Ben oui, mais j'ai les enfants, j'ai ma femme, etc. Mais attends, ces gens-là, ils t'aiment. Ils veulent véritablement ton bonheur. Et s'ils veulent pas ton bonheur, si ces amis-là que tu as autour de toi, ils veulent pas ton bonheur, ils vont sans doute venir te voir en te donnant des doutes et des peurs. Parce que c'est leur propre peur. Ah non, change pas. Reste le Victor qu'on connaît. Ne lance pas ça, tiens. Parce qu'en fait, c'est leur peur Ouais, à elle qui ouais. te projette sur toi. Ça, c'est des faux amis. J'appelle ça. Pour moi, c'est un filtre à amis, ça. Normalement, quand tu projettes ce genre de truc, tu parles avec le cœur à un ami, il te soutient. Bien C'est une sûr. personne ressource. C'est pas une personne qui va te Mmh. foutre des peurs tu vois. Et donc là, à partir de là, si tu en parles, tu commences à en parler à ta femme et à tes enfants de ce nouveau projet, et cetera, et qu'ils sentent bien que ça vienne du cœur, normalement, si tu es dans l'amour, ils vont aller dans ton sens. Bon, évidemment, après, c'est une négociation. On dit: «Bon, OK, Oui. tu sors, tu quittes pas ton boulot demain parce qu'on a un loyer à payer, et cetera, machin». Mais après, le truc est amorcé et c'est le début Mmh. de tout ça. Donc voilà, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas un truc magique, mais il faut, encore une fois, faire augmenter la durée d'observation de ses propres pensées, de ses schémas de pensée. Et de Mmh. où on en est maintenant, est-ce que je veux vraiment? Mais qui est cet espace-temps qui se crée, qui soit pas forcément tout de suite rempli par Netflix ou autre chose, ou TikTok. Sinon, vous aurez jamais ce moment de réflexion. À partir du Mmh. moment où cette réflexion est là, vous pouvez faire une expérience de pensée comme celle que je viens de vous proposer, et ben il y a des choses qui s'ouvrent dans la vie. Super. Ah, Merci mon Pierre bah pour ce écoute, magnifique, cher ami, podcast et cette discussion, grand plaisir, le premier, il y en aura ouais, d'autres. le 1er, parmi tant d'autres, J'ai l'habitude de terminer avec 3 questions. Allez, Est-ce que tu as un petit peu de balance. temps Bah pour, bien sûr, bien sûr. le premier, c'est si jamais tu devais te réincarner Mhm. ou si, tu avais éventuellement un animal totem, lequel ce serait Ah, et c'est pourquoi? ça. J'aime beaucoup les chiens quand même. Ouais, Ouais, j'aime beaucoup ouais, les chiens. pareil. Je sais pas, depuis que je suis tout petit, on a toujours eu des chiens à la Ouais. maison. C'est, Tu en as un toi? ouais, j'en ai un. C'est quoi comme race? C'est un border collie qui est Ah. croisé avec un patou. Oh, Ça fait un gros border collie, ouais. Bah, j'ai un j'ai j'ai petit ours. adopté il y a pas longtemps un border collie, Mmh. croisé avec un bouvier bernois. Oh là là, c'est beau ça! Ouais, Ça aussi, ça va faire un gros ouais, toutou. ouais. Non, les chiens, c'est pour moi, c'est, tu sais, il y a les, équipe chien, équipe chat sur internet, Ouais, team ouais. team cat, team dog. Ah, je crois que je suis équipe chien Bah, j'ai définitivement. eu, Fabrice en podcast, il est team chat. Ah bah, voilà. Comme quoi, Ouais. voilà, tous différents. Si, tu as un livre à nous partager, peut-être qui a changé, ta vision des choses ou, aussi bien dans la science que dans la philosophie, que dans le développement personnel?
S'il en faut qu'un, c'est dur. Parce que j'ai pas envie de citer tout le temps les mêmes non plus, mais bon. L'éthique du samouraï moderne de Patrice Franceschi, Mmh. philosophie. Si vous lisez pas lui, bon, ben, remontez à la source, remontez aux stoïciens, les pensées de Marc Aurèle. OK. Ça, c'est ma Bible. Tu peux regarder dans mon sac, il ne quittera jamais. Ça ne sortira jamais de mon sac à dos. C'est soit l'un, soit l'autre. Manuel d'Épictète, c'est très bien aussi. Voilà, ça, c'est côté philosophie. Ça, Le c'est des bouquins que tu relis, souvent, constamment, Ouais, ouais. Et ce sera toujours là. C'est tellement vrai. C'est des vérités universelles. Le gars, bon, je vais le redire parce que c'est tellement fou, quoi. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais quand même, on a des génies qui nous ont livré la quintessence de leur pensée à la fin de leur vie. C'est-à-dire, si jamais je pouvais te donner Einstein là, en face de toi, tu lui poserais 1000 questions. Mmh. Imagine Einstein, il a écrit un livre à la fin de sa vie, avec les conclusions de sa vie. Tu n'aurais pas envie de le lire, ce livre? Si, si, Mais ils l'ont carrément. tous fait. Pourquoi on ne les lit pas? Ça me rend fou. Marc Aurèle, c'était l'empereur de Rome. Putain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce: «Je Mais n'ai oui. pas toutes les informations tout de suite, Ouais. il va falloir que je me fasse», pour toi, ce ne l'est pas, tu vois? Mais cette brutalité de m'asseoir, lire un bouquin, C'est prendre ça. 2 heures C'est pour ça. pouvoir réfléchir C'est ça. et c'est des concepts qui vont dépasser et qui vont devoir se mettre à réfléchir. Aujourd'hui, tous les réseaux ou même un livre qui demande et je pense qu'il faut aussi le faire. Des livres qui divertissent, des romans, Bien des sûr. BD, des Bien sûr. mangas, je suis le premier à le faire, Mhm. qui te permet de t'échapper complètement, Bien mais sûr. aussi avoir ce travail d'introspection ou de réflexion à travers les grands auteurs qui nous inspirent aujourd'hui. Mhm. C'est Ben, tu fais très bien de soulever je sais pas, ce sujet-là. La stratégie des alters de Taleb, ouais. c'est de lire les grands classiques et après de lire des œuvres de fiction. Donc, je vais citer une œuvre de fiction, lisez One Piece. One Piece, c'est la vie. Ouais. One Piece, il y a tout dedans. Mmh. C'est une allégorie de la vie. C'est l'équipage, l'aventure, c'est les relations humaines. C'est un héros qui est là pour libérer les peuples. C'est la dénonciation d'un système qui gouverne par la propagande de l'information, Mmh. qui trahit l'information, des vrais héros. C'est une Mmh. critique de notre société actuelle. C'est énorme. Et ça Mmh. dure depuis 25 ans. Et l'auteur est un tel génie qu'il avait déjà tout prévu il y a 25 ans. Il a tissé les toiles de ce qui se passe maintenant. Comme un Tolkien qui invente Le Seigneur des Anneaux, Ouais, avec une langue à part. Voilà, c'est incroyable. des génies. Ben, on a un génie qui s'appelle Eiichiro Oda, actuel. C'est un Mmh. japonais et qui a écrit une œuvre qui s'appelle One Piece. Qui a révolutionné, Regardez, vraiment. ouais, Regardez, lisez One Piece. ouais. C'est Voilà. Donc ton bouquin que tu conseilles, c'est One Piece. c'est One Piece, on est d'accord. Non, mais c'est vrai que, bah, je reviens sur les mangas parce que c'est quelque chose qui me tient très à Mhm. cœur et au final, les gens me prennent pour un fou quand je dis ça, mais ma passion pour le vivant, pour le sport, elle a émané de ça. Alléluia. Mais oui. C'est, moi après j'ai plus grandi quand même avec Naruto Mhm. où, vraiment, quand j'étais petit, mon but c'est je me disais: «Mais comment Naruto arrive à mettre autant d'énergie à vouloir devenir Hokage, quoi? Pourquoi moi je pourrais pas le faire, quoi?» C'est Exactement. mort, quoi, c'est Exactement. et derrière j'ai enchaîné avec, Dragon Ball Z où j'ai eu Sangoku s'entraîner comme un malade. Je dis: «Moi je vais être ce mec-là, Mais quoi». combien de coachs C'est sportifs sont devenus coachs parce que Dragon Ball, parce que Son ouais, Goku, parce que Vegeta, parce que tout ça? ouais. Combien? On a le shonen neketsu, c'est ce qu'on appelle, hein, les shonen où le héros se transcende par son effort. Mmh. C'est rien que ça, rien Ah que mais cette phrase, c'est quoi. Tout le monde qui est un peu sportif ou sportif se reconnaît là-dedans. Le goût de l'effort. Les Japonais arrivent à transmettre ça dans le dessin, dans le manga, ouais. c'est génial. Les animations, ça te fait, permettre de comprendre les émotions Ouais, au centuple bien sûr. et tu es vraiment dedans, quoi. Tu te dis ouais. Dernière question. Dernière, vas-y. S'il y a des gens qui souhaitent, discuter avec toi, te Mhm. contacter, pouvoir avoir des informations sur tes programmes, tes formations, Mhm. comment on peut, te contacter? Alors, si vous tapez mon nom, Pierre Dufresne, normalement Internet clignote, Mmh. hein, et je suis un peu partout. Verisme TV, c'est Mmh. chaîne YouTube, c'est compte Instagram, etc. Les podcasts de l'antifragilité, c'est des podcasts donc où je blablate, c'est beaucoup plus des conversations comme ça. Normalement, je suis tout seul derrière mon micro, Ouais, mais c'est plus philosophique, des pensées, etc. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent sur les podcasts et c'est quelque chose que j'ai fait de manière comme YouTube, hein, au début, très personnel. C'était juste moi qui parle. Euh, Ça, c'est pour tout ce qui est public. Pour ce qui est privé, vraiment, si vous voulez suivre un cursus de formation dont tu fais partie, qui est le centre naturopathie et Hermès, c'est un centre de formation où il y a un cursus de 18 mois, voilà, mmh. pour être formé à la naturopathie, qui comprend donc une nutrition, hygiène de vie, respiration, exposition au froid, et techniques de renforcement, mais aussi la philosophie, mais aussi la physique quantique, mais aussi plein de choses qui font là une espèce de totalité, de globalité de ce que je pense être l'état actuel du savoir que l'on a sur la vie, sur le monde. Voilà. Mmh.
que je conseille, vivement, Ouais, bah, merci parce beaucoup. que, au-delà de vouloir avoir des connaissances ou vouloir, s'améliorer dans sa démarche de soit devenir thérapeute ou de rester un bon accompagnant, c'est une expérience humaine qui Mmh. nous fait ressortir vraiment, grandis. C'est aussi des rencontres, incroyables Mmh mh, mmh. avec des personnes qui méritent tous C'est vrai, qu'on les interviewe en podcast. c'est On vrai. devrait faire le podcast du Ah CNH, punaise, c'est vrai. hein? Ah carrément. À 40, bim. Ouais, carrément. Ou même les prendre un par un, expliquer, un peu toutes leurs, et on l'a bien vu avec toutes les tables rondes que tu organises, le parcours de vie de certaines personnes C'est qui sont génial, hein. si inspirants, et moi, c'était ce que j'étais venu chercher. C'est ce qu'on Mmh. m'avait conseillé en allant vers toi, parce qu'il y a aussi, énormément de centres de naturopathie qui méritent aussi Bien sûr. d'être écoutés et puis de même, d'y participer, enfin d'être formé par ces centres de naturopathie. Ouais. Mais c'est vrai que cette approche, humaine est quelque chose, pour moi, l'un des plus grands atouts, cette Mmh. formation. Ouais, bah, c'est un Voilà. très, très beau compliment. Merci, merci mon ami. Merci à toi, Pierre.